En juin 1991, Mathilde et Antoine Laurent quittaient Lyon pleins d'espoir pour leur lune de miel à Venise. Ils ne reviendraient jamais. Pendant 28 ans, leurs familles ont vécu dans l'incertitude la plus totale, oscillant entre l'espoir et le désespoir, incapables de faire leur deuil sans corps, sans réponse, sans même savoir si leurs enfants étaient encore en vie quelque part. Les autorités italiennes et françaises avaient abandonné l'affaire, classée comme disparition inexpliquée. Mais en 2019, lors de la rénovation d'un ancien bâtiment vénitien, la vérité a émergé des profondeurs d'une cave murée depuis près de 30 ans, et avec elle, une découverte qui a glacé le sang des enquêteurs. Parmi les effets personnels du couple, une caméra photographique contenant un film non développé. Lorsque les techniciens ont finalement réussi à extraire les images de cette pellicule vieille de presque 3 décennies, une photo en particulier a tout révélé. Sur ce cliché, pris innocemment par Mathilde quelques heures avant leur disparition, on pouvait voir distinctement le visage de l'homme qui les avait accueillis dans sa pension, l'homme qui leur avait souri, qui leur avait souhaité un merveilleux séjour, l'homme qui les avait assassinés. Comment un couple de jeunes mariés pleins de vie a-t-il pu disparaître sans laisser la moindre trace dans l'une des villes les plus visitées au monde ? Et pourquoi a-t-il fallu attendre presque 3 décennies pour que la vérité émerge enfin? Avant de continuer avec cette histoire bouleversante, si vous appréciez les enquêtes sur des cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, printemps 1991. La ville connaissait une période d'effervescence culturelle et économique. Le vieux Lyon attirait de plus en plus de touristes et le quartier de la Croix-Rousse vivait sa renaissance après des années de déclin. C'est dans ce contexte que Mathilde Garnier et Antoine Laurent s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, en 1988, lors d'une exposition sur l'architecture Renaissance à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Mathilde, alors âgée de 24 ans, enseignait la littérature française au lycée Édouard Herriot. Fille unique de Robert et Claudine Garnier, elle avait grandi dans un appartement du 3e arrondissement, rue Moncey. Son père travaillait comme contrôleur à la SNCF. Sa mère était infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse. Mathilde était une jeune femme passionnée par la poésie italienne, particulièrement par Dante et Pétrarque. Ses collègues la décrivaient comme une personne douce, méticuleuse dans son travail, toujours prête à aider ses élèves. Elle portait généralement ses cheveux châtains attachés en chignon et ses yeux verts pétillaient lorsqu'elle parlait de littérature. Antoine Laurent, 27 ans, était architecte spécialisé dans la restauration de bâtiments historiques. Il travaillait pour un cabinet réputé, situé près de la place Bellecour. Originaire de Villeurbanne, il était le cadet d'une famille de 3 enfants. Son père, Jean-Marc Laurent, dirigeait une entreprise de plomberie et sa mère, Françoise, tenait une petite mercerie rue de la République. Antoine avait 2 sœurs aînées, Sylvie et Isabelle, toutes 2 mariées et vivant dans la région lyonnaise. Grand, les cheveux bruns toujours légèrement ébouriffés, Antoine était connu pour son enthousiasme contagieux et son attention aux détails architecturaux. Il pouvait passer des heures à observer les façades des immeubles du vieux Lyon, admirant les traboules et les cours Renaissance. Leur rencontre avait été presque cinématographique. Mathilde cherchait un livre sur les palais vénitiens pour préparer un cours sur la littérature de voyage, et Antoine consultait des ouvrages sur l'architecture gothique italienne pour un projet de restauration. Ils avaient atteint simultanément le même volume sur les étagères. Leurs mains s'étaient touchées et ils avaient ri de cette coïncidence. La conversation s'était prolongée à la cafétéria de la bibliothèque, puis lors d'un dîner improvisé dans un petit restaurant italien du quartier Saint-Jean. Leur relation s'était développée naturellement au fil des mois. Ils partageaient une passion commune pour l'Italie, sa culture, son art, son histoire. Antoine rêvait de voir de ses propres yeux les chefs-d'œuvre architecturaux vénitiens qu'il avait tant étudiés.
Mathilde souhaitait marcher dans les ruelles où Casanova avait vécu ses aventures, voir le pont des Soupirs, visiter la basilique Saint-Marc. Ils s'étaient promis que leur voyage de noces se ferait à Venise, nulle part ailleurs. Le mariage avait été célébré le 8 juin 1991 à la mairie du 3e arrondissement, suivi d'une réception modeste mais chaleureuse dans un restaurant de la Croix-Rousse. Les deux familles, bien que de milieux différents, s'entendaient parfaitement. Les parents de Mathilde, économes par nature, avaient mis de côté une somme conséquente pour offrir à leur fille unique un voyage de noces inoubliable. Les parents d'Antoine, de leur côté, avaient donné au jeune couple les bijoux de famille, une broche en or et perles ayant appartenu à l'arrière-grand-mère d'Antoine et une alliance ancienne sertie de petits diamants. Au total, le couple disposait d'environ 40 000 francs en espèces et en bijoux, une somme considérable à l'époque, suffisante pour une lune de miel de luxe et pour constituer un premier apport pour un futur appartement. La décision de partir avec autant d'argent liquide n'était pas inhabituelle en 1991. Les cartes bancaires internationales n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui, et beaucoup de petits commerces et pensions en Italie préféraient encore les paiements en espèces. De plus, le franc français était fort, et changer de l'argent sur place permettait souvent d'obtenir de meilleurs taux. Antoine avait réparti la somme dans différentes cachettes de leurs bagages et Mathilde portait les bijoux dans un étui discret. Le départ était prévu pour le 15 juin. Ils devaient y prendre le train de nuit Lyon-Venise, un trajet d'environ 11 heures avec correspondance à Milan. Le couple avait réservé une chambre dans une petite pension du quartier de Cannaregio, loin des zones touristiques les plus fréquentées. Antoine avait trouvé cette adresse dans un guide de voyage spécialisé en hébergements authentiques. La pension, nommée Locanda dei Sogni, était décrite comme un établissement familial tenu par un couple de Vénitiens, offrant un accueil chaleureux et une vue sur un canal secondaire tranquille. Les derniers jours avant le départ avaient été remplis d'excitation et de préparatifs. Mathilde avait acheté une nouvelle caméra photographique, un appareil réflexe 35 mm de marque japonaise pour immortaliser chaque instant de leur voyage. Antoine avait préparé un itinéraire détaillé, incluant les sites architecturaux majeurs, mais aussi des lieux moins connus, des églises cachées, des campis secrets où les Vénitiens se retrouvaient loin des foules de touristes. Le 14 juin au soir, les deux familles s'étaient retrouvées chez les parents de Mathilde pour un dernier dîner. L'atmosphère était joyeuse, teintée de cette légère mélancolie qui accompagne les au revoir. Claudine Garnier avait préparé le plat préféré de sa fille, un gratin dauphinois, et Jean-Marc Laurent avait apporté plusieurs bouteilles de Côte du Rhône. On avait porté des toasts au bonheur des jeunes mariés, à leur avenir, à tous les beaux moments qu'ils allaient vivre ensemble. Personne, ce soir-là, n'aurait pu imaginer que c'était la dernière fois qu'ils voyaient Mathilde et Antoine vivants. Le 15 juin 1991 était un samedi ensoleillé. Mathilde et Antoine s'étaient levés à 6 heures du matin dans leur petit studio de la rue Garibaldi, qu'ils louaient depuis leur mariage. L'appartement était encore rempli de cartons de déménagement, car ils prévoyaient d'emménager dans un logement plus grand à leur retour. Mathilde avait préparé du café et ils avaient pris un petit déjeuner rapide tout en vérifiant une dernière fois leurs bagages. Vers 8 heures, Robert Garnier était venu les chercher avec sa Peugeot 305 pour les conduire à la gare de Lyon-Part-Dieu. Le trajet s'était fait dans une ambiance détendue. Robert prodiguant des conseils de voyage, rappelant à sa fille de faire attention aux pickpockets dans les lieux touristiques, insistant pour qu'ils appellent dès leur arrivée à Venise. À la gare, Claudine et Françoise Laurent les attendaient déjà sur le quai. Les adieux avaient été rapides, emplis d'embrassades et de recommandations répétées. Mathilde avait promis d'envoyer des cartes postales. Antoine avait assuré qu'ils prendraient soin l'un de l'autre. À 9h17 précise, le train avait quitté la gare. Les parents étaient restés sur le quai, agitant la main jusqu'à ce que le convoi disparaisse complètement de leur vue. Le voyage s'était déroulé sans incident. Le couple avait partagé un compartiment avec 2 autres personnes.
un homme d'affaires milanais et une étudiante suisse qui retournait à Padoue. Mathilde avait lu, Antoine avait dormi une partie du trajet. À Milan, ils avaient changé de train et pris une correspondance directe pour Venise. Ils étaient arrivés à la gare de Venezia Santa Lucia vers 20h30, alors que le soleil se couchait sur le grand canal, teintant l'eau de reflets dorés et roses. L'arrivée à Venise avait dépassé toutes leurs attentes. Dès qu'ils avaient franchi les portes de la gare et découvert le grand canal s'étendant devant eux, ils s'étaient sentis transportés dans un autre monde. Les vaporetti glissaient sur l'eau. Les gondoliers appelaient les touristes. L'air portait cette odeur particulière de mer et de pierres anciennes qui caractérise Venise. Suivant les instructions qu'ils avaient reçues par courrier, ils avaient pris le Vaporetto ligne 1 en direction du Rialto, puis avaient marché environ 15 minutes à travers un dédale de ruelles étroites jusqu'à atteindre le quartier de Cannaregio. La Locanda dei Sogni se trouvait dans une petite rue perpendiculaire au Rio de San Felice, à l'écart des itinéraires touristiques principaux. Le bâtiment était une structure typique vénitienne de 3 étages, avec une façade ocre légèrement décrépie et des volets verts aux fenêtres. Ils avaient sonné à la porte vers 21h15. Un homme d'une 50aine d'années leur avait ouvert. Luca Bernardini mesurait environ 1m75, avait les cheveux gris coupés courts, une moustache fine et portait une chemise blanche froissée et un pantalon sombre. Son sourire était cordial, ses manières accueillantes, bien que son français fût approximatif. Il s'était présenté comme le propriétaire et les avait fait entrer dans un petit hall d'entrée au sol de terrazzo vénitien. L'intérieur de la pension respirait l'authenticité. Des meubles anciens, des miroirs ternis, des lithographies de Venise au mur. Une odeur d'humidité et de cuisine italienne flottait dans l'air. Bernardini les avait conduits à un petit bureau où se trouvait un registre épais. Antoine avait rempli les formalités administratives indiquant leur nom, adresse, numéro de passeport. Le propriétaire avait ensuite expliqué en italien mêlé de quelques mots de français les règles de la maison. Petit déjeuner servi de 7h30 à 9h30 au rez-de-chaussée. Pas de bruit après 23h, clé à déposer à la réception lors des sorties. Leur chambre se trouvait au 2e étage, la numéro 7. Bernardini les avait précédés dans un escalier étroit aux marches de pierre usées par des siècles de passage. La chambre était modeste mais propre. Un grand lit au cadre métallique, une armoire ancienne, une petite table avec 2 chaises, une fenêtre donnant sur le canal. La salle de bain, minuscule, se trouvait au bout du couloir, partagée avec 2 autres chambres. Après le départ de Bernardini, Mathilde et Antoine avaient défait leurs bagages, rangé leurs vêtements dans l'armoire. Ils étaient fatigués par le voyage, mais trop excités pour dormir immédiatement. Ils avaient ouvert la fenêtre, s'étaient penchés pour observer le canal en contrebas où une gondole passait lentement et s'étaient promis de commencer l'exploration de la ville dès le lendemain matin. Cette nuit-là, ils s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre, bercés par le clapotis de l'eau contre les murs anciens. Le dimanche 16 juin, Mathilde et Antoine s'étaient réveillés vers 8h. Les bruits de la ville commençaient déjà à filtrer par la fenêtre. Des voix de Vénitiens dans la rue, le moteur d'un bateau livrant des marchandises, les cloches d'une église proche sonnant l'office du matin. Ils s'étaient habillés et étaient descendus pour le petit déjeuner. Dans la petite salle à manger du rez-de-chaussée, 3 autres couples prenaient leur repas. Luca Bernardini, assisté d'une femme d'une 40aine d'années que Mathilde supposa être son épouse, servait du café, des brioches, des fruits. Le propriétaire s'était montré attentionné, demandant s'ils avaient bien dormi, s'enquérant de leurs projets pour la journée. Antoine avait expliqué en italien hésitant qu'il comptait visiter la basilique Saint-Marc et le palais des Doges. Bernardini avait hoché la tête avec un sourire entendu. Ce sourire, légèrement condescendant que les locaux réservent aux touristes suivant l'itinéraire classique. Il leur avait conseillé d'y aller tôt, pour éviter la foule, et leur avait indiqué le chemin le plus direct. La journée s'était déroulée comme dans un rêve.
Ils avaient marché à travers les Cali, ces ruelles étroites, où le soleil peinait à pénétrer, traversé des ponts enjambant des canaux, où l'eau verte reflétait les façades roses et jaunes des palazzi. Sur la place Saint-Marc, ils s'étaient mêlés à la foule de touristes, admirant la façade byzantine de la basilique, les mosaïques dorées brillant sous le soleil. Antoine avait pris des notes détaillées sur l'architecture, observant chaque détail des arcs, des colonnes, des sculptures. Mathilde avait photographié les pigeons, les arcades, Antoine posant devant la basilique. Ils avaient déjeuné dans une petite trattoria près du pont du Rialto, où ils avaient goûté au risotto al nero, di seppia, et aux sardines in saor. L'après-midi, ils avaient visité le palais des Doges, traversé le pont des Soupirs, imaginé les prisonniers jetant un dernier regard sur Venise avant d'être enfermés dans les geôles humides. Mathilde avait été particulièrement émue en découvrant les salles immenses décorées par le Tintoret et Véronèse. En fin d'après-midi, ils étaient rentrés à la pension, les pieds douloureux d'avoir tant marché sur les pavés. Ils avaient fait une courte sieste avant de ressortir pour dîner. Ce soir-là, ils avaient choisi un restaurant recommandé par un guide, situé dans le quartier du Dorso Duro. Le repas avait été mémorable. Antipasti de fruits de mer, pâtes au vongole, tiramisu. Ils avaient partagé une bouteille de Prosecco et s'étaient attardés, savourant chaque instant. De retour à la pension vers 23 heures, ils avaient croisé Bernardini qui fumait une cigarette devant l'entrée. Il les avait salués avec amabilité, leur demandant s'ils avaient passé une belle journée. Mathilde avait répondu avec enthousiasme, expliquant combien Venise dépassait leurs attentes. Le propriétaire avait souri, son regard s'attardant un instant sur le collier que portait Mathilde, un bijou simple mais élégant que sa mère lui avait offert. Le lundi 17 juin au matin, le couple s'était levé vers 7 heures. C'était une journée qui promettait d'être chaude, le ciel était d'un bleu limpide. Ils avaient pris leur petit déjeuner rapidement, pressés de retourner explorer la ville. Leur plan pour la journée incluait la visite du quartier de Castello, moins touristique, où Antoine voulait observer l'architecture des maisons ordinaires, loin des palais grandioses. Avant de partir, vers 8h30, Mathilde avait demandé à Bernardini de les prendre en photo devant l'entrée de la pension. Elle voulait un souvenir de l'endroit où ils logeaient. Le propriétaire avait accepté avec un sourire. Mathilde lui avait tendu sa caméra en expliquant rapidement comment elle fonctionnait. Bernardini avait pris 2 clichés, un d'où le couple posait formellement, et un autre où il riait, Antoine ayant fait une plaisanterie au moment du déclenchement. Puis, spontanément, Mathilde avait repris l'appareil et avait dit à Bernardini « Maintenant, c'est vous, un souvenir de notre hôte. » Le propriétaire avait semblé surpris, presque gêné, mais avait accepté. Mathilde avait cadré la photo avec l'entrée de la pension en arrière-plan, Bernardini se tenant légèrement de côté, son visage clairement visible dans le viseur. Elle avait déclenché. Ce clic allait, 28 ans plus tard, révéler l'identité d'un meurtrier. Après cet échange, le couple était parti explorer Venise. D'après le registre de la pension et les témoignages ultérieurs, personne ne les a revus vivants après leur départ ce matin-là, vers 8h45. Lorsque Mathilde et Antoine ne sont pas rentrés à la pension le soir du 17 juin, Luca Bernardini n'avait apparemment pas manifesté d'inquiétude particulière. Il n'était pas inhabituel que des touristes prolongent leur sortie jusqu'à tard dans la nuit, se perdent dans le labyrinthe des ruelles vénitiennes, ou décident de dormir ailleurs après une soirée trop arrosée. Ce n'est que le lendemain matin, le 18 juin, lorsque leurs affaires étaient toujours dans la chambre et que le lit n'avait manifestement pas été défait, que la situation avait commencé à paraître anormale. Selon les déclarations que Bernardini ferait plus tard à la police, il avait attendu jusqu'au 19 juin avant de signaler la disparition. Il expliquait avoir pensé que le couple avait peut-être décidé de partir en excursion sur les îles de la Lagune, à Murano ou Burano, et de passer une nuit là-bas. Mais lorsque le 20 juin était arrivé et que la chambre restait vide, avec tous les bagages intacts, il s'était finalement rendu au commissariat du quartier. La police vénitienne avait ouvert une enquête.
Les investigations avaient rapidement révélé que Mathilde et Antoine n'avaient utilisé aucun de leurs moyens de paiement après le 17 juin au matin. Leur dernière transaction enregistrée était l'achat de 2 cappuccinos dans un bar près de l'Arsenal vers 10h30. Après cela, plus rien. Aucun retrait d'argent, aucun achat, aucune réservation de restaurant, aucun billet de Vaporetto supplémentaire. Les enquêteurs avaient interrogé le personnel des principaux sites touristiques, des restaurants, des commerces du quartier de Castello. Quelques personnes pensaient avoir vu un couple correspondant à leur description, mais personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. À Venise, pendant la haute saison touristique, des milliers de jeunes couples se ressemblaient. La chambre de la pension avait été fouillée méticuleusement. Tous les vêtements du couple étaient là, soigneusement rangés dans l'armoire. Leurs articles de toilette se trouvaient dans leurs trousses de voyage. Les passeports étaient dans un tiroir. Les billets de train pour le retour, prévus pour le 25 juin, étaient glissés dans un guide de voyage. Mais la caméra photographique de Mathilde et le portefeuille d'Antoine manquaient. Les enquêteurs en avaient déduit que le couple les avait emportés lors de leur sortie du 17 juin. En France, les familles avaient été prévenues le 20 juin au soir. Robert Garnier avait reçu l'appel du consulat français à Milan vers 18h. Le choc avait été terrible. Comment était-ce possible? Mathilde et Antoine étaient prudents, responsables. Ils n'auraient jamais simplement disparu sans donner de nouvelles. Les jours suivants avaient été un cauchemar bureaucratique et émotionnel. Les 2 familles avaient tenté de se rendre à Venise, mais les autorités italiennes leur avaient conseillé d'attendre, arguant qu'elles feraient tout le nécessaire. Robert et Claudine Garnier, ainsi que Jean-Marc et Françoise Laurent, étaient restés à Lyon dans une attente insoutenable, espérant à chaque sonnerie de téléphone des nouvelles, bonnes ou mauvaises. L'enquête italienne s'était étendue. Les carabiniers avaient dragué plusieurs canaux, pensant à un accident, une chute suivie d'une noyade. Les hôpitaux de Venise et de la région avaient été contactés. Les postes frontières avaient été alertés. Rien. Mathilde et Antoine Laurent semblaient s'être volatilisés. Les autorités françaises s'étaient coordonnées avec leurs homologues italiens. Interpol avait été impliqué. Des avis de recherche avaient été diffusés dans toute l'Europe. Des photos du couple avaient été publiées dans les journaux italiens et français. Plusieurs hypothèses avaient été explorées. Accident suivi d'une amnésie, enlèvement à des fins de rançon, fuite volontaire, crime passionnel, mais aucune piste concrète n'avait émergé. Les semaines s'étaient transformées en mois. L'été avait cédé la place à l'automne. En septembre, l'enquête active avait été progressivement ralentie, faute de nouveaux éléments. Les familles refusaient d'abandonner. Robert Garnier s'était rendu plusieurs fois à Venise, distribuant des tracts, interrogeant les commerçants, remontant les ruelles que sa fille avait parcourues. Mais Venise gardait son secret. La locanda dei Sogni avait continué à fonctionner normalement. Luca Bernardini avait coopéré pleinement avec la police, fournissant tous les renseignements demandés, autorisant les fouilles, se montrant compatissant envers les familles. Rien dans son comportement n'avait éveillé de soupçons. Les autres clients de la pension cette semaine-là avaient été interrogés. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Vers la fin de l'année 1991, le dossier avait été officiellement classé comme disparition inexpliquée. Les familles avaient demandé une déclaration d'absence, puis, après plusieurs années, une déclaration judiciaire de décès. Mais sans corps, sans preuve de mort, le deuil était impossible à faire. Comment accepter qu'un être cher a disparu sans laisser la moindre trace, sans la moindre explication? Pour les familles Laurent et Garnier, les années qui ont suivi ont été marquées par une douleur qui ne s'est jamais vraiment atténuée. On ne guérit pas d'une disparition. Le chagrin d'un décès permet avec le temps une forme de cicatrisation. Mais l'absence de réponse crée une blessure qui reste ouverte, qui saigne à chaque anniversaire, à chaque fête, à chaque moment où l'on aurait dû être ensemble. Claudine Garnier n'a plus jamais été la même. L'infirmière dévouée qui aimait son travail a pris une retraite anticipée en 1993. Elle ne supportait plus de voir des jeunes couples avec leurs nouveau-nés, ces familles heureuses qui lui rappelaient cruellement ce qu'elle avait perdu.
Elle passait ses journées dans l'appartement de la rue Moncey, la chambre de Mathilde, préservée exactement comme elle l'avait laissée. Les livres de poésie italienne alignés sur les étagères, les photos de la jeune femme couvrant les murs. Robert Garnier avait réagi différemment. Il s'était plongé dans le travail, acceptant toutes les heures supplémentaires possibles à la SNCF. Le mouvement, les horaires chargés, l'empêchaient de trop penser. Mais dans les moments de calme, dans les trains vides tard le soir, les images le submergeaient. Il imaginait sa fille dans un canal vénitien, ou enterrée quelque part dans la campagne italienne, ou retenue prisonnière dans un endroit sordide. Ses pensées le torturaient. Chez les Laurent, la douleur n'était pas moins intense. Françoise avait fermé sa mercerie en 1992, incapable de continuer. Jean-Marc avait maintenu son entreprise de plomberie, mais ses employés remarquaient qu'il n'était plus le même, que la joie de vivre qui le caractérisait avait disparu. Les deux sœurs d'Antoine, Sylvie et Isabelle, avaient essayé de soutenir leurs parents du mieux qu'elles pouvaient, mais elles portaient elles aussi le poids de cette perte. Antoine était leur petit frère, celui qu'elles avaient protégé, celui qui les faisait rire avec ses observations sur l'architecture urbaine. Les deux familles s'étaient rapprochées dans le deuil. Robert et Jean-Marc se retrouvaient régulièrement dans un café de la place Guichard, pour parler, pour ne pas oublier, pour maintenir vivante la mémoire de Mathilde et Antoine. Claudine et Françoise se téléphonaient presque chaque jour. Elles formaient un club dont personne ne voulait être membre, celui des parents dont les enfants ont disparu sans explication. Au fil des années, d'autres théories avaient émergé. Certains membres de la famille élargie suggéraient que peut-être le couple avait décidé de refaire leur vie ailleurs, de recommencer à zéro sous de nouvelles identités. Cette hypothèse blessait profondément les parents. Ils connaissaient leurs enfants. Mathilde et Antoine n'auraient jamais infligé une telle souffrance à leurs proches. D'autres évoquaient un accident, une chute dans un canal isolé où les corps n'auraient jamais été retrouvés, emportés par les courants vers la lagune puis vers l'Adriatique. En 1995, Robert Garnier avait engagé un détective privé, un ancien policier lyonnais qui s'était spécialisé dans les affaires non résolues. L'homme s'était rendu à Venise, avait réinterrogé des témoins, revisité les lieux. Mais 4 ans après les faits, les souvenirs s'étaient estompés. Les gens avaient déménagé. Le détective était revenu bredouille, avec seulement une facture conséquente et aucune nouvelle piste. Les années 2000 avaient apporté l'Internet et de nouvelles possibilités de recherche. Les familles avaient créé un site web dédié à Mathilde et Antoine, publiant leurs photos, racontant leur histoire, demandant à quiconque aurait des informations de se manifester. Quelques messages étaient arrivés, mais c'étaient généralement des personnes bien intentionnées, mais sans réelle information, ou pire, des individus malveillants cherchant à escroquer des familles désespérées. En 2003, un événement était venu rouvrir brièvement le dossier. Luca Bernardini, le propriétaire de la Locanda dei Sogni, était décédé d'un infarctus à l'âge de 62 ans. Sa veuve avait vendu la pension à un investisseur qui l'avait transformé en appartement locatif. Lors de la vente, des documents avaient été retrouvés dans les archives de l'établissement, dont le registre original de juin 1991. Les autorités italiennes avaient réexaminé ces documents, mais n'avaient rien trouvé de nouveau. Robert Garnier était décédé en 2008, à l'âge de 70 ans, sans jamais avoir su ce qui était arrivé à sa fille. Son dernier souhait, exprimé sur son lit de mort à l'hôpital Lyon-Sud, était qu'un jour, la vérité soit révélée. Claudine avait survécu à son mari de 6 ans, s'éteignant en 2014 dans une maison de retraite de Villeurbanne, son esprit ayant progressivement sombré dans la démence, appelant parfois Mathilde, comme si sa fille allait franchir la porte à tout moment. Jean-Marc Laurent était mort en 2010, Françoise en 2016. Les deux sœurs d'Antoine, Sylvie et Isabelle, étaient les dernières survivantes directes de cette tragédie. Elles avaient maintenu le site internet, continué à espérer contre toute logique qu'un miracle se produise, qu'une réponse vienne enfin. En janvier 2019, 28 ans après la disparition,
un promoteur immobilier vénitien du nom de Marco Venturi avait acquis un ancien bâtiment de 3 étages situé à quelques rues de l'ancienne locanda dei Sogni. La structure, qui datait du XVIe siècle, n'avait pas été occupée depuis les années 90 et nécessitait une rénovation complète. Venturi projetait de la transformer en appartement de luxe pour investisseurs internationaux, profitant du marché immobilier vénitien en pleine expansion malgré les controverses sur le tourisme de masse. Les travaux avaient débuté en mars 2019. Une équipe d'architectes, d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés dans la restauration de bâtiments historiques s'était attelée à la tâche. Le projet était ambitieux. Consolider les fondations affectées par l'affaissement progressif du sol vénitien, restaurer les façades, moderniser complètement l'intérieur, tout en préservant certains éléments architecturaux d'origine. Le 23 avril 2019, un mardi matin vers 10 heures, une équipe d'ouvriers travaillait au sous-sol du bâtiment. Le contremaître Giorgio Mancini, un Vénitien de 53 ans avec 30 ans d'expérience dans la rénovation, supervisait la démolition d'un mur intérieur qui ne figurait pas sur les plans architecturaux d'origine. Ce mur, manifestement ajouté bien après la construction initiale du bâtiment, semblait diviser artificiellement une grande cave en 2 espaces plus petits. Lorsque les ouvriers avaient commencé à abattre ce mur, ils avaient remarqué qu'il était différent des autres structures. Les briques étaient plus récentes, le mortier de qualité inférieure. Derrière, ils avaient découvert un espace vide d'environ 3 mètres sur 4, complètement fermé, sans fenêtre ni porte visible. Une odeur forte et désagréable s'était échappée de l'ouverture. Giorgio Mancini s'était approché avec une lampe torche. Ce qu'il avait vu l'avait fait reculer brusquement. Au fond de cette pièce murée, éclairée par le faisceau de sa lampe, se trouvaient 2 squelettes humains, encore partiellement vêtus. Les restes étaient allongés côte à côte, comme si les personnes s'étaient endormies. À côté des corps, on distinguait des objets. Un sac à dos, des vêtements pliés, ce qui ressemblait à une caméra photographique. Le chantier avait été immédiatement arrêté. Mancini avait appelé la police vénitienne. En moins d'une demi-heure, le sous-sol était devenu une scène de crime. Les carabiniers avaient sécurisé le périmètre et une équipe de la police scientifique était arrivée pour examiner la découverte. Le médecin légiste présent sur place, le docteur Alessandro Conti, avait effectué une première analyse. Les squelettes appartenaient à 2 personnes jeunes, probablement entre 20 et 30 ans, au moment de leur décès. L'un était celui d'un homme d'environ 1,80 m, l'autre d'une femme d'environ 1,65 m. Les vêtements, bien que détériorés, étaient reconnaissables. Un jean, une chemise à carreaux pour l'homme, une robe d'été jaune pour la femme. Les styles vestimentaires suggéraient les années 90. Parmi les objets retrouvés, outre le sac à dos et la caméra, il y avait aussi un portefeuille en cuir. À l'intérieur, miraculeusement préservé dans un compartiment étanche, se trouvait une carte d'identité française au nom d'Antoine Laurent, né le 12 mars 1964 à Villeurbanne. La nouvelle s'était répandue rapidement dans les milieux policiers vénitiens. Des agents plus âgés se souvenaient vaguement de l'affaire du couple français disparu en 91. Les archives avaient été ressortées. Le consulat français avait été immédiatement contacté. L'identification formelle avait été effectuée par analyse ADN. Les autorités françaises avaient retrouvé des échantillons d'ADN de Mathilde dans les effets personnels conservés par sa mère et ceux d'Antoine grâce à un prélèvement effectué sur Sylvie, sa sœur. Les résultats étaient revenus après 3 semaines d'attente angoissante. C'était bien eux. Mathilde et Antoine Laurent avaient été retrouvés. L'annonce avait été faite aux familles le 15 mai 2019. Sylvie et Isabelle Laurent avaient reçu l'appel du consulat. Après presque 3 décennies d'incertitude, elles avaient enfin une réponse. Leurs larmes étaient un mélange de soulagement et de chagrin renouvelé. Au moins maintenant, elles savaient. Au moins maintenant, elles pourraient organiser des funérailles dignes, ramener leurs restes en France. Mais la découverte des corps n'était que le début. La question cruciale restait entière. Qui les avait tués et pourquoi?
La découverte des corps de Mathilde et Antoine avait immédiatement relancé l'enquête, cette fois menée conjointement par les autorités italiennes et françaises. Une équipe spéciale avait été constituée, dirigée par le commissaire David Rossini de la police vénitienne et le capitaine Julien Mercier de la gendarmerie nationale française, spécialisée dans les cold cases. L'examen médico-légal approfondi avait révélé des informations cruciales. Le docteur Conti, assisté d'une équipe de l'université de Padoue, avait déterminé que les 2 victimes étaient mortes par asphyxie. Il n'y avait pas de traces de violence évidentes sur les squelettes, pas de fractures, pas de signes de coups. L'hypothèse la plus probable était qu'ils avaient été empoisonnés ou drogués, puis emmurés vivants dans cette cave, où ils étaient morts par manque d'oxygène. Cette révélation avait glacé le sang des enquêteurs. Imaginez ces 2 jeunes en lune de miel, enfermés dans le noir, réalisant progressivement qu'ils allaient mourir, était d'une cruauté insoutenable. L'analyse des vêtements et des objets trouvés avec les corps avait apporté d'autres indices. Le sac à dos contenait un portefeuille vide, un guide de Venise, une bouteille d'eau à moitié pleine, une carte de la ville. Aucune trace des 40 000 francs ni des bijoux que le couple était censé avoir avec eux. La caméra photographique était la pièce maîtresse. C'était un appareil réflexe 35 mm, comme Mathilde l'avait acheté avant son départ. Mais la question était, pouvait-on encore extraire quelque chose du film qui se trouvait à l'intérieur après 28 ans dans une cave humide? L'appareil avait été confié au laboratoire technique de la police scientifique italienne à Rome. Les techniciens avaient effectué un travail minutieux. Le film, bien que dégradé, était partiellement récupérable. En utilisant des techniques modernes de restauration numérique d'images, ils avaient réussi à extraire 15 photos sur les 24 que comptait la pellicule. Les images étaient émouvantes. On y voyait Mathilde et Antoine sur la place Saint-Marc, souriant devant la basilique. Antoine photographiant les gondoles depuis le pont du Rialto. Mathilde dans un campo tranquille, lisant son guide. Des photos de canaux, de façades colorées, de ruelles étroites. Puis venaient les photos du 17 juin au matin, devant la Locanda dei Sogni. La photo numéro 13 montrait Mathilde et Antoine posant devant l'entrée de la pension bras dessus bras dessous, souriant. La photo numéro 14 les montrait en train de rire. Puis venait la photo numéro 15, celle qui allait tout changer. Sur ce cliché, on voyait un homme d'une 50aine d'années, cheveux gris, moustache fine, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre. Il se tenait devant l'entrée d'un bâtiment à la façade ocre avec des volets verts. Son visage était parfaitement net, bien éclairé par le soleil matinal. On pouvait distinguer clairement ses traits, le nez légèrement aquilin, les yeux enfoncés, une petite cicatrice près de l'oreille gauche. Les enquêteurs avaient immédiatement compris l'importance de cette photo. Ils avaient ressorti le dossier de 1991. Dans le registre de la Locanda dei Sogni figurait le nom du propriétaire, Luca Bernardini. Des photos d'identité de Bernardini existaient dans les archives de la police italienne, datant de son permis de conduire et de sa carte d'identité. La comparaison avait été formelle. L'homme sur la photo prise par Mathilde était bien Luca Bernardini. Mais pourquoi cette photo était-elle si importante? Bernardini était mort en 2003. Il ne pouvait plus être interrogé. Cependant, sa présence sur la dernière photo prise par les victimes quelques heures avant leur disparition, combinée à la proximité du lieu de découverte des corps avec son ancienne pension, en faisait le suspect principal. Les enquêteurs avaient commencé à creuser le passé de Bernardini. Ce qu'ils avaient découvert avait confirmé leurs soupçons. Luca Bernardini n'avait pas toujours été un simple aubergiste. Né en 1941 dans un village de la Vénétie, il avait eu une jeunesse difficile. Son casier judiciaire révélait une condamnation en 1968 pour vol avec violence, pour laquelle il avait purgé 3 ans de prison. En 1975, il avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie, mais avait évité la prison grâce à un accord avec le procureur. En 1980, Bernardini avait acheté la Locanda dei Sogni,
avec l'argent d'un héritage de sa mère décédée. Il s'était apparemment rangé, tenant son établissement avec son épouse, Maria. Mais les enquêteurs avaient découvert que les revenus de la pension ne suffisaient pas toujours à couvrir les dépenses du couple. Bernardini avait eu des dettes importantes au début des années 90, contractées auprès de banques et de prêteurs privés. Or, curieusement, ces dettes avaient été remboursées en juillet 1991, juste après la disparition de Mathilde et Antoine. Un dépôt important avait été effectué sur le compte bancaire de Bernardini le 22 juin 1991, soit 5 jours après la disparition du couple. Le montant, l'équivalent de 40 000 francs français convertis en lires italiennes. Cette découverte était accablante. Tout semblait indiquer que Bernardini avait tué Mathilde et Antoine pour leur voler leur argent et leurs bijoux. Mais comment exactement cela s'était-il passé? Et pourquoi les avoir emmurés dans un bâtiment situé à plusieurs rues de sa pension? Pour comprendre précisément ce qui s'était passé, les enquêteurs avaient interrogé toutes les personnes ayant connu Bernardini. Sa veuve, Maria Bernardini, âgée de 78 ans en 2019, vivait dans une maison de retraite près de Mestre. Elle souffrait de problèmes de santé chroniques et sa mémoire était défaillante. Lorsque le capitaine Mercier et le commissaire Rossini l'avaient rencontrée, elle avait d'abord nié toute implication de son mari dans des activités criminelles. Mais confrontée aux preuves, notamment la photo et les relevés bancaires, Maria avait fini par craquer. En pleurs, elle avait avoué avoir toujours eu des doutes sur les événements de juin 1991, mais n'avait jamais osé en parler par peur de son mari, et, après sa mort, par honte et par crainte des conséquences. Selon ses déclarations, Luca avait repéré le couple dès leur arrivée. Il avait remarqué les bijoux que portait Mathilde, avait entendu Antoine parler à sa femme de l'argent qu'ils avaient apporté pour leur voyage. Bernardini, accablé de dettes, avait vu une opportunité. Le matin du 17 juin, après avoir été photographiés par Mathilde, il les avait suivis discrètement lorsqu'ils avaient quitté la pension. Le bâtiment où les corps avaient été trouvés appartenait à un ami de Bernardini, un certain Franco Battaglia, décédé en 2001. Battaglia possédait plusieurs propriétés à Venise et laissait Bernardini utiliser certains espaces de stockage. Ce jour-là, Bernardini savait que le bâtiment était vide, en attente de rénovation depuis plusieurs années. Selon la reconstitution établie par les enquêteurs à partir du témoignage de Maria et des indices matériels, Bernardini avait abordé le couple dans une ruelle isolée du quartier de Castello, vers midi. Il leur avait dit qu'il y avait un problème urgent à la pension, que la police voulait vérifier leurs papiers suite à un cambriolage dans le quartier. Mathilde et Antoine, ne se méfiant pas d'un homme qu'ils considéraient comme leur hôte bienveillant, l'avaient suivi. Bernardini les avait conduits au bâtiment abandonné sous prétexte d'un raccourci. Une fois à l'intérieur, dans la cave mal éclairée, il les avait menacés avec un couteau. Il avait exigé qu'ils lui remettent tout leur argent et leurs bijoux. Antoine avait tenté de résister. Il y avait eu une brève lutte. Bernardini, plus fort et plus déterminé, avait maîtrisé le jeune homme. Pour s'assurer de leur silence, Bernardini avait forcé le couple à boire du vin qu'il avait apporté et dans lequel il avait dissous des somnifères puissants, probablement des barbituriques qu'il s'était procurés illégalement. Une fois Mathilde et Antoine inconscients, il les avait traînés dans la petite pièce du fond de la cave. Il avait pris leur argent, leurs bijoux, leurs papiers d'identité qu'il comptait détruire. Il avait laissé le sac à dos avec quelques objets sans valeur, pensant que personne ne découvrirait jamais ce lieu. Puis, avec une froideur calculatrice, il avait commencé à murer l'entrée de la pièce. Brique après brique, il avait construit un mur, condamnant le couple à une mort atroce, même si les somnifères les avaient plongés dans un sommeil profond. Il était possible qu'ils se soient réveillés alors que l'air se raréfiait, réalisant avec horreur ce qui leur arrivait. Cette pensée était insupportable. Maria Bernardini avait raconté que son mari était rentré à la pension en milieu d'après-midi ce jour-là, pâle et nerveux. Ils s'étaient enfermés dans leur chambre privée.
Le lendemain, il avait déclaré aux autres clients que le couple français était parti précipitamment, laissant leurs affaires. Il avait attendu plusieurs jours avant de signaler leur disparition, le temps de réfléchir à sa version des faits et de s'assurer que personne n'avait vu quoi que ce soit. Quant à la caméra photographique, Bernardini l'avait prise initialement, pensant qu'elle avait de la valeur, mais en se rendant compte qu'elle contenait une photo de lui, il avait paniqué. Il ne pouvait pas la vendre ni la jeter quelque part où elle pourrait être trouvée. Il avait donc décidé de la laisser avec les corps, pensant qu'elle ne serait jamais découverte. Il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, des décennies plus tard, cette photo deviendrait la preuve de son crime. Les bijoux volés n'avaient jamais été retrouvés. Bernardini les avait probablement vendus à des receleurs ou fondus pour éviter toute identification. L'argent lui avait permis de rembourser ses dettes et de maintenir sa pension à flot pendant quelques années. Maria affirmait n'avoir rien su précisément sur le sort du couple à l'époque, mais avait toujours soupçonné que son mari était impliqué dans leur disparition. Elle avait vécu dans la peur et la culpabilité pendant presque 30 ans, n'osant jamais parler. Après la mort de Lucas en 2003, elle avait pensé révéler la vérité, mais la honte l'en avait empêchée. Comment dire que vous avez vécu avec un assassin? Comment admettre que vous n'avez rien fait? Avait-elle sanglot lors de son interrogatoire. Le 23 juin 2019, exactement 28 ans et 6 jours après la disparition de Mathilde et Antoine, une conférence de presse conjointe des autorités italiennes et françaises avait été organisée à Venise. Le commissaire Rossini et le capitaine Mercier avaient présenté les conclusions de l'enquête devant des dizaines de journalistes italiens, français et internationaux. L'affaire avait fait la une des journaux des deux pays. La photo de Mathilde montrant innocemment Luca Bernardini quelques heures avant qu'il ne devienne leur meurtrier avait été largement diffusée, devenant l'image emblématique de cette tragédie. Les médias avaient titré sur « La photo qui a révélé un meurtrier 28 ans après », où le dernier cliché d'un couple en lune de miel dévoile leur assassin. Sylvie et Isabelle Laurent étaient présentes lors de cette conférence de presse. Les deux sœurs, maintenant dans la soixantaine, avaient écouté le récit détaillé de ce qui était arrivé à leur frère et à leur belle-sœur. Les larmes coulaient librement sur leurs visages, mélange de douleur renouvelée et de soulagement d'avoir enfin des réponses. Pendant 28 ans, nous avons imaginé toutes les possibilités, avait déclaré Sylvie aux journalistes après la conférence. Nous espérions contre toute logique qu'ils soient encore en vie quelque part, qu'ils aient perdu la mémoire, qu'ils reviennent un jour. Savoir la vérité est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Au moins maintenant, nous pouvons les ramener à la maison, leur donner une sépulture digne. Le processus de rapatriement des corps avait pris plusieurs semaines. Les autorités italiennes avaient effectué toutes les analyses nécessaires avant de libérer les restes. Le 15 juillet 2019, les cercueils contenant Mathilde et Antoine étaient arrivés à Lyon par avion. Les funérailles avaient eu lieu le 18 juillet à l'église Saint-Bruno-les-Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon. Malgré les décennies écoulées, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées. Anciens collègues de Mathilde, camarades d'études d'Antoine, amis de la famille, simples citoyens touchés par cette histoire tragique. Les cercueils avaient été placés côte à côte, comme les corps avaient été retrouvés, unis dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie. Sylvie avait prononcé l'éloge funèbre, sa voix tremblante d'émotion. Mathilde et Antoine sont partis en voyage de noces pleins d'amour et d'espoir, et cet amour, cette espérance, leur ont été arrachés par la cupidité d'un homme. Mais aujourd'hui, en les ramenant ici, parmi nous, nous affirmons que l'amour est plus fort que la haine, que la lumière finit toujours par dissiper les ténèbres, même après 28 ans. Nous vous disons au revoir, chers Antoine et chère Mathilde, mais nous savons que vous êtes enfin en paix. Le cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon, était devenu leur dernière demeure. Les tombes de leurs parents, décédés sans connaître la vérité, se trouvaient à quelques mètres. Une pierre tombale unique avait été érigée pour Mathilde et Antoine, portant la simple inscription « Unissent dans la vie, unissent dans la mort ». Juin 1991, juillet 2019. Vous n'avez jamais été oubliés.
Quant à Maria Bernardini, elle n'avait pas été poursuivie pénalement. Les procureurs avaient considéré qu'elle était plus une victime qu'une complice, vivant dans la peur de son mari violent. Elle avait néanmoins dû témoigner officiellement, et son témoignage avait été crucial pour établir la chronologie exacte des événements. Elle vivait maintenant ses dernières années dans la maison de retraite, rongée par la culpabilité de n'avoir pas parlé plus tôt. Le bâtiment où les corps avaient été découverts avait été acquis par la ville de Venise. Les autorités avaient décidé de ne pas le rénover en appartement de luxe comme prévu initialement. À la place, l'espace de la cave où Mathilde et Antoine avaient été emmurés avait été transformé en un petit mémorial discret, avec une plaque rappelant leur histoire et mettant en garde contre la violence et la cupidité qui peuvent se cacher derrière les façades les plus ordinaires. L'ancienne locanda dei Sogni, transformée en appartement locatif depuis 2003, avait vu sa valeur chuter après la révélation de l'affaire. Personne ne voulait vivre dans un lieu associé à un tel crime. Les propriétaires actuels avaient envisagé de changer le nom du bâtiment et d'en effacer toute trace de son passé, mais la controverse médiatique rendait cela difficile. En France, l'affaire avait également eu des répercussions. Des débats avaient émergé sur la sécurité des touristes à l'étranger, sur la nécessité de mieux coordonner les enquêtes internationales, sur l'importance de ne jamais abandonner les cold cases. Le site internet créé par les familles des années plus tôt avait été transformé en un mémorial permanent, recevant des milliers de messages de soutien et de condoléances du monde entier. Un documentaire télévisé avait été produit, retraçant toute l'histoire depuis le départ de Lyon jusqu'à la découverte finale. La photo de Bernardini prise par Mathilde était devenue un symbole glaçant de la façon dont le mal peut se cacher derrière un sourire ordinaire, comment un moment anodin, posé pour une photo souvenir, peut devenir la clé qui résout un crime des décennies plus tard. Pour Sylvie et Isabelle, le processus de guérison était long et difficile. Connaître la vérité n'effaçait pas la douleur, mais elle permettait au moins de tourner une page. Elles avaient créé une bourse d'études au nom de Mathilde et Antoine, destinée à soutenir de jeunes couples d'enseignants et d'architectes poursuivant leurs rêves. C'était leur façon de transformer la tragédie en quelque chose de positif, de s'assurer que l'amour et l'espoir que représentaient Mathilde et Antoine continueraient à vivre. En septembre 2019, Sylvie et Isabelle étaient retournées à Venise. Elles avaient parcouru les ruelles que leur frère et sa femme avaient explorées lors de leur dernier jour. Elles s'étaient tenues devant la basilique Saint-Marc, où Mathilde avait photographié Antoine. Elles avaient traversé le pont du Rialto, avaient flotté sur le Grand Canal en vaporetto. Elles avaient visité le petit mémorial dans la cave, où les corps avaient été retrouvés, déposant des fleurs et une photo encadrée du couple le jour de leur mariage. C'était leur façon de boucler la boucle, de dire un dernier au revoir dans la ville qui avait été le théâtre de tant d'espoir et de tant d'horreur. Venise, la Sérénissima, la ville des amoureux, avait gardé son secret pendant 28 ans. Maintenant, ce secret avait été révélé et justice, aussi tardive soit-elle, avait été rendue. L'histoire de Mathilde et Antoine Laurent est devenue un rappel poignant que derrière chaque disparition inexpliquée se cache une tragédie humaine, des familles brisées, des vies détruites. Elle montre aussi que la vérité, aussi longtemps qu'elle reste cachée, finit toujours par émerger. Une simple photo, un geste innocent d'une jeune femme voulant garder un souvenir de leur hôte avait traversé presque 3 décennies pour finalement révéler l'identité d'un meurtrier. Les progrès technologiques, la capacité de restaurer des photos d'un film vieux de 28 ans, les analyses ADN permettant l'identification formelle avaient joué un rôle crucial. Mais au-delà de la technologie, c'était la détermination des enquêteurs, le témoignage tardif mais essentiel de Maria Bernardini et le refus des familles d'abandonner qui avaient permis de résoudre ce cold case. Aujourd'hui, quand on visite le cimetière de Loyasse par une belle journée d'été, on peut voir des fleurs fraîches régulièrement déposées sur la tombe de Mathilde et Antoine.
Des visiteurs s'y arrêtent, lisant l'inscription, se remémorant leur histoire. Certains laissent des messages, des poèmes, des photos de Venise. C'est devenu un lieu de recueillement, mais aussi d'espoir. L'espoir que la justice, même tardive, finira toujours par triompher. Et quelque part, dans les archives de la police de Venise, la photo numéro 15 de l'appareil de Mathilde reste conservée précieusement. Le visage de Luca Bernardini y sourit toujours, ignorant que ce sourire, capturé pour l'éternité, serait un jour l'instrument de sa condamnation posthume. Cette image demeure un témoignage silencieux mais puissant. On ne peut échapper à ces crimes, même par la mort. La vérité, comme la lumière d'une photo qui se révèle, finit toujours par émerger des ténèbres. Cette affaire nous montre la fragilité de la vie et comment une simple photo peut devenir la clé d'une énigme vieille de presque 3 décennies. L'innocence d'un geste, Mathilde demandant à son hôte de poser pour un souvenir, a finalement conduit à la résolution d'un crime que beaucoup pensaient insoluble. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous remarqué quelque chose de suspect chez Bernardini lors de ce séjour? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette histoire vraie et souhaitez découvrir d'autres enquêtes aussi captivantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères résolus par la persévérance et la technologie.